Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sujets qui sont pas du tout agréables, mais qui correspondent à d'autres sujets dont on a déjà parlé et à l'attention que l'on doit porter nous-mêmes en tant que praticien d'hypnose et de façon générale praticien d'aide à la personne par rapport à toutes les déviances possibles. Et là en l'occurrence c'est un article du Figaro qui date du 4 avril sur un procès d'un psychiatre hospitalier qui a fait des violences sexuelles et des viols sur des patientes. Donc, je vous lis ça et l'idée, c'est vraiment de s'interroger, bien sûr, sur ce qui se passe à ce moment-là et toujours, nous, en tant que praticiens, s'interroger aussi sur nous-mêmes, sur les dérives de nos propres systèmes, d'autant plus avec l'hypnose, et plus généralement de toutes ces notions où on a une posture d'autorité, une prise de pouvoir potentielle et toutes les déviances qu'il peut y avoir, volontairement et ou involontairement, pour simplement permettre à ce que les personnes qui viennent nous voir puissent avoir quelque chose de plus optimum possible et surtout bien sûr éviter toutes les dérives toutes pourries. Donc, procès pour viol d'un psychiatre hospitalier à Marseille, le Sauveur et ses esclaves sexuels. Marc Adida, un psychiatre à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, est jugé pour viol et agression sexuelle sur 4 patientes. Le verdict est attendu ce vendredi. Jugé pour viol de 3 patientes, l'accusé, psychiatre hospitalier à Marseille, Laure était d'abord apparu comme un sauveur. Je vous rappelle, le Cartman, bourreau, sauveur et victime. Donc on va avoir souvent, le sauveur va aider la victime, mais le sauveur peut devenir un bourreau. Le bourreau peut devenir une victime. Bref, tout est interchangeable. Là, en l'occurrence, il était sauveur, il est devenu bourreau. C'est très fréquent. C'est très fréquent. Que des personnes qui sauvent, pour une raison qui est souvent, tu me dois quelque chose, il y a une dette. Alors logiquement, dans le monde professionnel, des accompagnants, il n'y a pas ça. Il va y avoir, on pourra parler de transfert et de plein de choses, mais il n'y a pas cette notion-là. Tu es payé pour aider les gens. Tu n'es pas payé pour, à un moment donné, dire « Ah bon, je l'ai aidé, donc la personne me doit quelque chose. » Non, tu as payé sa séance, ou l'État t'a payé la séance. C'est ton job. Jugé pour... D'accord. Mais, rapidement, il a fait d'elles ses esclaves sexuels, profitant de leur fragilité, ont expliqué les 3 femmes devant la cour criminelle de Bouches-du-Rhône. L'une avait consulté Adida pour des obsessions suicidaires. Donc en plus, c'est pas anodin, c'est vraiment de la grosse fragilité. Je voulais nager et ne pas revenir. Une autre pour des automutilations qu'elle s'imposait depuis l'enfance. Une 3e pour des troubles schizophréniques. Et toutes sont vite mises en confiance par leur thérapeute. Bon, là, j'ai envie de dire, on est dans de la normalité, surtout quand on est psychiatre. En plus, dans les hôpitaux, c'est vraiment la personne, tu te dis, je peux avoir confiance en lui, c'est un expert de là-dessus, donc je peux venir avec toute ma sensibilité, et ça, c'est hyper important. Hein. Le cabinet, la session, c'est un cadre à part. C'est un cadre où il peut y avoir des choses très intenses, psychiquement, émotionnellement, ça peut être dur, ça peut être blessant, parce qu'on ravive des choses. Le but est d'amener vers un rapport thérapeutique. C'est parfois un peu chirurgical, c'est-à-dire que il va falloir ouvrir des choses pour nettoyer, pour peut-être réparer, pour plein de choses, pour que le but de tout ça soit ok. Donc que la personne se dise j'étais bien, j'étais en phase, etc. Oui, c'est complètement normal. Il me trouve des qualités, j'étais flatté qu'il s'intéresse à moi, il est devenu indispensable. Que un praticien s'intéresse dans le cadre de l'accompagnement à la personne, aucun problème, c'est normal. Que pour le partenaire, le consultant, il y ait cette sensation-là, transfert de base, c'est aussi normal. C'est pas un problème. Au contraire, ça crée des alliances thérapeutiques, etc. Témoigne la première victime, préparatrice de commande, qui a dénoncé 2 viols commis en 2015. J'ai même eu l'impression de tomber amoureuse. Transfert, ça, tous les praticiens doivent être au courant, tous les praticiens doivent
avoir conscience de ça et quand ça arrive, pouvoir le mener pour que le praticien, lui, n'exploite pas, ne joue pas d'un point de vue perso là-dessus, mais utilise tout ce rapport de transfert pour l'activité psychothérapeutique. En remplaçant un diagnostic de schizophrénie par celui de bipolarité, Adida m'a beaucoup rassuré. Il raconte une autre victime, âgée de 28 ans, aujourd'hui en invalidité à 80% et dans l'impossibilité de travailler. Mais, très rapidement, il n'y a plus rien de thérapeutique et juste des rapports sexuels. Là, on voit contre-transfert, prise de pouvoir non gérée du praticien qui là part complètement en couille. À la 4e séance, il commence à me déshabiller. Donc là, il y a zéro excuse. C'est-à-dire que nous, ce qui peut nous intéresser, c'est de nous dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi il peut jouer. Là, le mec, il a pris la confiance pour plein de raisons, et il fait un truc, il viole, quoi. Et à partir de là, il y a pas autre chose, hormis, et là c'est toujours à nous, est-ce que la personne est suivie ? Nous, en tant que praticien, est-ce que on se fait souvent suivre ? Est-ce que on est supervisé ? Chacun appelle ça comme il veut, hein. Mais est-ce qu'il y a un travail sur soi qui est continué ? Régulier, à minimum. Raconte la plus jeune des parties civiles, une étudiante à l'époque de 19 ans. J'étais tétanisé, sorti de mon corps. Quand il en était à la culotte, j'ai dit non, arrêtez, mais il a continué. Je suis ressorti de mon corps, ok ? Donc des réalisations, dissociation, tout ce qu'on veut. Alors imaginez avec des personnes qui sont déjà traumatisées, ils rajoutent des traumas. Emprise, paradoxalement. Cet état de sidération la pousse à retourner voir le docteur Adida. Là aussi, hein, c'est super, l'article dit, hein, il utilise le mot sidération. La sidération fait vraiment en sorte qu'à un moment, on a l'impression que ce qui s'est passé, c'est pas vraiment passé, que y a pas de sens logique. Et souvent, les gens disent, ouais, mais tu t'es fait agresser et t'aurais dû faire quelque chose. Ou t'aurais pas dû après réagir comme ça. Ça fonctionne pas de cette façon-là. Il n'y a pas le rationnel qui revient. On est dans de l'émotionnel, de la survie. Et en même temps, n'oubliez pas, c'est des personnes qui psychiquement sont extrêmement blessées, abîmées, détruites. Du coup, ce qu'elle dit après, hein, dans ma tête, c'est un psychiatre. Il y avait espoir qu'il m'aide. Vous imaginez l'état de besoin de se sentir protégé, de se sentir écouté, de se sentir orienté, qui est plus important que parfois la propre perception de soi. Et ce qui est hyper courant, hein, quand les gens sont en souffrance, ça peut aller loin, et psychiquement, cette déréalisation, dépersonnalisation, tout ce que vous voulez, cette distanciation, on va dire tout simplement, de soi-même par rapport aux événements, fait qu'on est prêt à se mettre en danger. On connaît, hein, il va y avoir de la drogue, il va y avoir des abus, il va y avoir plein de choses abusives sur soi-même, avant parfois de réaliser que, waouh, non mais là je suis juste en train de faire des conneries, il faut que je trouve autre chose. Explique-t-elle, ouais. La jeune femme ira jusqu'à scarifier ses cuisses pour lui envoyer un signal visuel de ce qu'elle n'arrivait pas à verbaliser. Mais les posologies de médicaments prescrites lui brouillent la tête. Son emprise faisait que je n'arrivais à en parler à personne. Donc là, en plus, et ça, c'est des choses qu'on n'a pas, nous, dans, on va dire, les thérapies par la parole, simplement, il y a le chimique. Et le chimique peut bien sûr aider, et ça peut être aussi mal utilisé ou en déviant, et on l'a vu avec Mazan, on l'a vu avec malheureusement en ce moment beaucoup de cas, hein, et c'est pas parce qu'il y a que quelques cas qui sont mis en avant qu'il n'y en a pas davantage. Et du coup, cette notion-là, brouille, son emprise faisait que je n'arrivais pas que je n'arrivais à en parler à personne. Cette phrase-là, moi, mon ressenti, c'est comme si elle était en train de se justifier du fait de sa sidération. Elle n'a pas justifié du fait de sa sidération, elle n'a pas à se justifier qu'un fils de pute est en train de lui faire du mal. Et que elle n'ait pas réussi à trouver les armes pour se défendre, quoi, ou en tout cas les boucliers pour se défendre. Et là, pour moi, ça fait un peu, ouais, mais j'ai été comme ça parce que j'étais drogué. Mais parce que le mec avait de l'emprise, parce que le mec t'attendait quelque chose, parce que le contexte, parce que le cadre, parce que ce mec, il a tout souillé, tout exploité pour son propre bénéfice.
Jusqu'au 8 mai 2020, quand sur le portail de la Possible nationale contre les violences sexistes et sexuelles, l'étudiante dénonce les viols par son psychiatre et demande s'il y a une procédure particulière pour les docteurs. Chez les 3 victimes du viol, l'emprise et la contrainte apparaissent en filigrane. Il ne m'a pas forcé physiquement, il a juste profité de ma faiblesse. Bon, là, on revient sur les principes de consentement, etc., qui sont débattus, je crois, qui ont été votés. Mais cette notion de dire, bah non, j'ai pas été forcé, mais je le fais parce que tout ce qui est cité en amont, j'ai besoin peut-être d'un rapport projectif, de me sentir aimé, de me sentir attirant, attirante, qu'importe la sémantique qui va être utilisée. Donc, il a juste profité de moi, concède la femme de 28 ans. Le mot concéder, à ce moment-là, je trouve qu'il n'est pas super. Bref. Avez-vous le discernement pour assumer ce type de relation, interroge le président. Non, j'avais peur de ce qu'il écrivait dans le dossier médical, répond la jeune femme, tripotant nerveusement les manches de son pull. Toutes rapportent les dérives maniaques de leur agresseur, diagnostiqué bipolaire. Il me disait qu'il s'appelait Marc Moïse et qu'il y a 2% d'anges, rappelle la préparatrice de commande. Il se prend pour un dieu céleste dans le ciel et moi je suis plus bas que terre. Je sais pas si vous avez... Alors, le mot bipolaire, à chaque fois je vous le dis, mais moi j'aime pas l'utiliser. Je préfère qu'on utilise le mot ancien qui est certainement moins adapté pour aujourd'hui, mais qui était maniaco-dépressif. Les notions des manies, des personnes maniaco-dépressives, c'est souvent des délires de toute puissance. Si en plus t'es psychiatre, si en plus tu n'as que des personnes qui sont en faiblesse, et là il faut aussi y penser à nous en tant que praticiens. Si vous avez des troubles bipolaires, des troubles maniaco-dépressifs, de vous rendre compte quand il y a des moments up, à se dire waouh, là je vais avoir des personnes qui elles sont sensibles, de pas me prendre pour tout puissant. En plus, on a un outil qui nous fait encore plus croire qu'on est apte, capable de plein de choses avec le subconscient. Et là, il faut toujours s'interroger. Et sans même arriver sur la manie, on peut avoir cette quête de pouvoir, cette quête de sentir qu'on veut avoir de la puissance sur autrui, etc., etc., et toujours prendre attention. Ça veut pas dire que vous allez être parfait dans vos cabinets, etc. Hein. Je vous promets avoir plein de défauts. C'est se remettre en question et se dire peut-être que là, c'est pas très bon, va peut-être falloir que je vois quelqu'un, que je remette en question certaines façons de travailler, etc., etc. Il me disait qu'ils appelaient... Bon, ok, d'accord. Donc là, ouais, avec le coup de 2% d'ange et tout, on voit bien que le gars est complètement maniaque à ce moment-là. Verdict vendredi, 10 ans après les faits, le quadra bipolaire... la quadra bipolaire, elle aussi, décrit son ancien psychiatre comme un mégalo qui se sent surpuissant et s'est servi de son métier pour dominer. Il voulait changer la psychiatrie et il se sent unique comme Trump. Bon, ça, c'est très régulé, notamment dans des notions maniaques. Mais attention, parce que là aussi, parfois, dire tiens, il est bipolaire, ce n'est absolument pas une excuse. Hein. Et il y a des gens qui ne sont pas bipolaires et qui vont avoir le même type d'attitude, qui vont être très maniaques, qui vont être très égocentriques, qui vont être sur-narcissiques. Il y a plein de choses. Hein. Donc c'est pas juste ces personnes font ça. Ça peut être une expression à un moment donné dans ce cadre donné, mais faut pas avoir le truc à se dire automatiquement ils vont réagir comme ça. C'est moi qui généralise, c'est une généralisation qu'on peut observer. C'est pas tout le monde, bien sûr. Et après, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées et qui ne le sont pas du tout, et qui vont avoir des attitudes similaires. Face à ces témoignages, Adida, 52 ans, praticien, ok, à Sainte-Marguerite, a une nouvelle fois nié toute responsabilité. Je conteste tout viol, toute agression sexuelle, que ce soit dans un hôtel, un Airbnb, un bureau, vous voulez. Ces 4 femmes ne se connaissaient pas, elles mentent alors, questionne le président. Je ne me permettrai pas d'employer le terme de mensonge, elles décrivent quelque chose qui n'a pas eu lieu. Répond-il, suggérant que leur pathologie en soit en cause. Alors, là aussi, la notion quand il y a le rapport à l'autorité, le rapport à la psychiatrie, tu peux aussi, nous c'est un des plus qu'on a hein, en tant que hypno, on peut pas diagnostiquer, on peut pas dire oui mais c'est à cause d'eux. Là il y a ouais mais moi je suis un sachant donc oui vous savez bien vous avez qu'à prendre le DSM-5 et dans le DSM-5 il y a ce type de symptômes donc ça veut dire qu'elle mente. L'autre elle était dépressive, elle était truc donc ils mentent pour de l'attention etc. Ça c'est aussi des choses qui peuvent être dites pour les autres mais aussi dit pour soi pour se dire non mais moi je suis clean.
répond en suggérant que leur pathologie en soit en cause, confronté aux SMS et courriels adressés aux victimes. Dans certains sont accablants, souviens-toi le plaisir que tu as pris sur la chauffeuse, bien sûr, Marc évoque, alors une manipulation via des applications toutes simples. Le réquisitoire est prévu vendredi, c'était vendredi dernier du coup, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Voilà, ça arrive, ça arrivera encore. Pour les personnes qui consultent, s'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise avec un thérapeute, et je sais que ça doit être très dur quand c'est au niveau de la psychiatrie et autres, mais si c'est avec des hypnos, des psychothérapeutes et tout, changez. Allez voir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas senti. Pour plein de raisons, et on s'en fout. Vous n'avez pas à justifier du tout. À aucun hypno, vous n'avez plus envie d'aller le voir, vous avez pu le voir. Point. Un psychothérapeute, pareil. Si vous avez un suivi pour X ou Y raison, que ce soit lié à des actions que vous avez fait par le passé, bah faites-le savoir à votre centre qui vous demande ça, admettons que c'est un truc de justice, faites-le, mais changez de psy. Faut vraiment pas que vous vous foutiez dans la merde à ce moment-là, mais je sais que quand on est mal, c'est pas évident de choisir, on prend la première personne venue ou la personne chez qui on a envoyé. Donc c'est juste si vous avez la possibilité, pensez à faire ça. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.